Après une escale à Munich, Delhi, Katmandou, nous arrivons enfin à Paro, seul aéroport international du Bhoutan, réputé comme l'aéroport le plus dangereux du monde. Il n'y a que 17 pilotes qualifiés et autorisés à y atterrir, et seulement 2 jours. Entourés de pics montagneux culminant à 5500 mètres, les pilotes en approche ne voient la piste qu'à la dernière minute lorsqu'ils manœuvrent entre les montagnes et sont livrés à eux-mêmes. Mais quand on sort de l'avion, en respirant l'air pur des montagnes, et que l'on aperçoit l'aéroport ressemblant à un temple, on se rend compte que le jeu en valait la chandelle. Niché au cœur de l'Himalaya, entre les 2 mastodontes que sont l'Inde et la Chine, le Bhoutan est un pays mythique caché dans ses montagnes. Chokyi, le chauffeur qui nous conduira tout notre séjour, nous amène directement à Thimphu, capitale du royaume du Bhoutan. Tôt ce matin, nous nous rendons à Thimphu Tsechu, festival qui se passe dans la cour extérieure du Tachitsozong, le quartier général administratif. C'est l'un des festivals le plus grand du pays. Le Tsechu est vu par des milliers de personnes locales et touristiques. Le mémorial Chorten est devenu le repère religieux le plus visible du pays. Il a été construit par le 3e roi de la dynastie Wangchuck en l'honneur de son fils, brusquement décédé en 1972. Haut de 54 mètres, le Bouddha d'Ordena a été construit pour célébrer le 60e anniversaire du 4e roi. Ce matin, alors que le festival continue, nous partons pour une balade autour de Thimphu. Très répandu dans le pays, le jeu de fléchettes. Cela n'a rien à voir avec les fléchettes que nous connaissons. Elles pèsent entre 150 et 300 grammes et la cible est à une trentaine de mètres. Les équipes chantent et dansent après des lancers victorieux.
traversons pendant notre randonnée une forêt de rhododendrons géants. Mais pour les voir en fleurs, il faut venir au mois de mars ou avril. De retour au festival pour assister à la cérémonie de clôture. Ce matin, nous partons pour le col où se trouve le Druk Wangjal Shorten, situé à 3500 mètres d'altitude. Une collection de 108 stupas sont situés au sommet de ce col. De là, nous aurions dû profiter d'une magnifique vue sur les montagnes de l'Himalaya. Tant pis. Curieuse rencontre. Nous partons pour une petite randonnée. Malgré une urbanisation rapide, la plupart des Bhoutanais habitent toujours en milieu rural, vivant encore majoritairement du produit de leur culture et de l'élevage. Les Bhoutanais sont très accueillants. Impossible de passer devant leur maison sans être invité à boire le thé et grignoter du riz grillé. Nous rejoignons notre véhicule pour nous diriger vers le Punakha Dzong. La forteresse monastère de Punakha est l'un des plus anciens dzongs du pays. Elle a pour surnom le palais de la grande félicité. Situé au confluent des rivières Po et Mo, qui veut dire mâle et femelle, le dzong a logé jusqu'à 600 moines dans la tour centrale qui domine cette forteresse de 7 étages.
quittons le monastère par l'arrière en empruntant le pont suspendu pour rejoindre Tchoukli de l'autre côté de la rivière Mo. Dès le matin, nous empruntons la vallée de Punakha pour une randonnée qui nous mènera à visiter Stupa de Kasum Yuele. Une fois traversé le pont, il nous faudra 45 minutes pour accéder au temple. Le Bhoutan est peuplé de 700 000 habitants, dont 2 tiers dépendent de l'agriculture. Connu pour sa quête du bonheur national brut, PNB, le petit royaume himalayen voudrait devenir le premier pays 100% biologique d'ici 2020. Oh, il est pas fort, il est pas fort. Vraiment. Il est pas fort, il est pas fort. Ce temple est un magnifique exemple des belles traditions architecturales du pays. De la cour, nous avons une vue superbe sur la vallée. Un petit tour au marché local pour acheter quelques fruits et épices. Cette nouvelle journée commence par une balade dans la vallée de Pochpilka. Au Bhoutan, le phallus est sacré. Il est le symbole de la fertilité et du pouvoir. On en voit partout, dans les boutiques, les façades des maisons et sur les temples. Le riz grillé est très prisé. Chambre à air de vélo avec une aiguille. Voilà, pour faire ce magnifique dessin. La confection de tanka est aussi une spécialité bhoutanaise. Le riz est l'aliment de base au Bhoutan, avec les pommes de terre. Dans les campagnes, on préfère le riz rouge. Tous ces aliments sont accompagnés de piments.
En route pour le festival de Ganté. Petit arrêt pour observer les singes. Ceux-ci sont, paraît-il, dangereux. Nous voici au festival de Ganté Tséchou. Il a lieu dans la grande cour du monastère Goempa, surplombant la vallée de Tchochika. Le festival dure 3 jours avec représentation de danse, de masques sacrés, certains uniques à Ganté. Tôt le matin, nous partons visiter la vallée de Tchochika, qui nous ramènera au festival. Le festival se termine par Neglup Langwa, une bénédiction spirituelle pour la sagesse et le pouvoir. En route pour la forteresse de Trongsa, que nous apercevons de l'autre côté de la vallée. La forteresse est située en plein cœur du pays. Elle tient une place centrale dans la géographie et l'histoire récente du Bhoutan. Les 2 premiers rois dirigèrent le pays depuis cet endroit stratégique. À l'intérieur se cache un labyrinthe de couloirs. Mais comme dans tous les lieux religieux au Bhoutan, il nous est interdit de filmer ou de photographier.
Bienvenue au Bhoutan. La forteresse est perchée au-dessus d'une gorge. Petite collation et nouvelle découverte. Une boisson à base d'un croisement entre le végétal et l'animal. Insectes et champignons à la fois, le yarsungumba est un breuvage, paraît-il, aphrodisiaque. C'est une plante, non? On dirait, c'est vrai que dessous, regarde, tu as la trace comme la chenille. Ah non, non, c'est des chenilles. On est amoureux de son chauffeur. Il va ronronner. Nous voici à També, petit village qui fête lui aussi son festival. Nous ferons connaissance de la nièce du Tchouki qui dirige la troupe de danseuses. Après la bénédiction, nous serons invités à boire le énième thé. Pour moi, ce sera de l'ara. Alcool de riz parfumé avec des plantes. Michel, santé. Moi, je suis malade. Bienvenue au Bhoutan. Là, on est à Tangbi, le festival Tangbi, ok? Le Wat Ngui Choling est en cours de rénovation. Il est un des plus vieux palais du royaume. L'ancien roi y venait en résidence d'été.
Kyrgyzstan, monastère situé en pleine campagne, est un vrai havre de paix. C'est le lieu de repos des 3 premiers rois du Bhoutan. Pique-nique surprise. Membarcho est un lieu sacré et vénéré par les Bhoutanais. Le monastère de Pema Choling est une nonnerie qui abrite une communauté de 150 personnes. C'est un immense bâtiment construit par les nonnes elles-mêmes. Nous assistons à une joute verbale. C'est un rituel qui a lieu tous les soirs avant la prière. Nous prenons la route en direction de Thimphu. Après quelques kilomètres, arrêt pour rendre visite à une école. La journée commence par quelques minutes de méditation. And apart from our national anthem, we have a scout anthem as well. So I'll let them sing for you all. Yeah. 1, 2, 3, campus spirit. Let me do 1, 2, 3. Campus spirit. Campus spirit. I am a Buddhist. I am a scout. Campus spirit. Jamsunalu babi chuchenzum. Serimgi dinle kachubabdi.
Nouvel arrêt pour assister à une cérémonie privée qui a lieu à la fin des récoltes pour remercier les dieux et prévenir la prochaine récolte. Dentelle dorée, ce singe en danger de disparition vit en Inde et au Bhoutan. Nous avons beaucoup de chance de les apercevoir. Nous reprenons la route pour retourner à Thimphu. Vue imprenable sur la prison où tout nous paraît bien calme. Nous repassons par le col de Doshula et ses 108 chortels. Aujourd'hui, nous apercevons dans les nuages les sommets de l'Himalaya. Arrivés à Thimphu, nous allons à la réserve où nous pouvons apercevoir l'animal emblématique du Bhoutan, le takin. Mi-vache, mi-chèvre, cet étrange animal aurait été créé, selon la légende, par Drikpa Kunle, le divin fou. Après une bonne nuit de sommeil, nous voici à l'endroit le plus visité du Bhoutan, le Takchang, plus connu sous le nom de Nid du Tigre. Perché à plus de 3000 mètres d'altitude, l'ensemble formé de 7 temples paraît comme accroché à la falaise, prêt à tomber dans le gouffre qui lui fait face. Deux options pour y aller, soit la première partie à dos de mule, soit à pied. Nous y allons à pied. Après 2h30 de marche, nous atteignons la cafétéria juste en face du Tiger Nest. Il est à portée de main, mais une descente abrupte nous attend et une remontée de 700 marches pour atteindre le temple. Il se visite souvent à la fin du séjour, un peu comme la cerise sur le gâteau. Pour notre dernière journée, nous allons visiter la vallée de Ha, par le col de Chelela situé à 4000 mètres d'altitude, juste en face le mont Jomolari. C'est la route la plus élevée du pays. La vallée n'est que récemment ouverte au tourisme. C'est une des régions les moins visitées du pays. On se croirait dans une forêt vierge. Trois heures de marche plus loin, nous arrivons à Kilagoimpa, situé à 3500 mètres d'altitude. On l'appelle aussi le deuxième nid du Tigre. Il abrite aujourd'hui une cinquantaine de religieuses. Très peu visité par les touristes, nous y ferons notre dernier pique-nique avec une vue des plus spectaculaires. « 13 jours au pays du dragon, c'est très peu de temps pour découvrir ce pays et ses habitants. Mais nous rentrons avec des merveilleux souvenirs plein la tête.
Da